Alors bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Oui, bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, formatrice et enseignante. Alors dans le cadre du programme Priorité aux aînés et sécurité, en collaboration aussi avec le service des aides familiales de la baie, nous vous présentons des capsules sur les saines habitudes de vie chez les aînés. Donc aujourd'hui, première capsule, partie 1. Hélène, nous allons parler des changements physiologiques reliés à l'âge. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre corps en vieillissant, de la dénutrition, du guide alimentaire canadien, d'hydratation et on termine avec l'activité physique. Intéressant. Intéressant. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui, Claudia, je suis prête. Donc allons-y, Hélène. J'aimerais ça que tu commences par nous parler de ces fameux changements-là qui se passent dans notre corps qui peuvent avoir un impact sur notre alimentation. Alors, Claudia, on sait que le vieillissement normal, ça fait partie justement là, des changements. Et ensuite de ça, on va parler de la mastication. Alors, pourquoi de la mastication? Parce qu'en vieillissant, on a des problèmes au niveau bucco-dentaire. On sait, on peut avoir au niveau des dents naturelles ou aussi ça pourrait être avec les prothèses dentaires. Alors, naturellement, si j'ai de la misère à mastiquer, c'est certain aussi que je vais avoir de la misère à déglutir, c'est-à-dire à avaler les aliments. Alors, qu'est-ce que ça va amener? Bien, une mauvaise digestion. Fait que tout ça aussi, ça peut être relié avec certaines maladies. Ça peut être relié aussi avec des effets secondaires de la médication. Mais tout à l'heure, tu as parlé de dénutrition. Effectivement. J'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Bien, en fait, Hélène, la dénutrition ou être dénutri, c'est un état. Donc, ça veut dire que soit notre état énergétique ou notre état nutritionnel est diminué. Ça veut dire qu'en gros, soit je ne mange pas suffisamment pour combler mes besoins, ou soit j'ai un état, une maladie qui pourrait faire que mes besoins sont augmentés et ils ne sont pas comblés. Eh bien. Alors, on m'a dit déjà, là, il me semble aussi des causes de dénutrition, c'était au niveau des modifications des 5 sens. On parle de la vue. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres, Claudia? Effectivement. On sait en vieillissant, Hélène, que tous nos sens vont être un petit peu altérés. Oui. Donc, on sait que la vue diminue, l'audition aussi, mais au niveau du goût, il y a des grandes modifications qui se passent chez l'aîné. On dit que chez les gens de 80 ans et plus, c'est 75 qui seront affectés par une baisse importante de l'odorat. Mais mon Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on mange comment, Hélène? On mange beaucoup par ce qu'on sent et par ce qu'on voit. Donc, si je goûte moins bien les aliments et que je les sens moins, je suis moins attirée. Donc, j'ai moins le goût d'aller m'alimenter comme je le faisais auparavant. Il y a aussi nos papilles gustatives, Hélène. Les petites papilles, là, en vieillissant, veut pas, elles goûtent moins bien qu'avant. Donc, on est moins capable de détecter les saveurs. C'est pour ça que les personnes âgées vont avoir tendance à aller chercher les aliments plus goûteux, comme ce qui est salé, ce qui est sucré. Donc, c'est pour ça aussi que ça modifie un peu là, au niveau de l'alimentation en vieillissant. Ah, bien, ça répond à mes questions parce que justement, je me demandais pourquoi que les personnes âgées aimaient beaucoup le sucré. Bien, exactement. C'est pour ça qu'ils vont aller souvent plus vers les desserts et les sucreries que le mets principal, malheureusement, et c'est là qu'ils perdent la valeur nutritive aussi. Exactement. Maintenant, Hélène, qu'on a parlé de dénutrition, j'aimerais ça pour les gens qui comprennent à la maison, qu'est-ce qu'on peut voir comme signe physique chez quelqu'un qui est dénutri? Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une perte de poids. C'est bien naturel, accompagné aussi d'une maigreur. Un visage très pâle aussi, on va s'apercevoir de ça. Et aussi une perte de cheveux qui est quand même très importante aussi. Alors, on voit aussi quand on va chez le médecin. Alors, le médecin, des fois, va dire, on va vous faire passer un bilan sanguin à tous les ans. Alors, avec ça, on peut voir les résultats aussi au niveau des prises de sang. Effectivement. Et dis-moi, Hélène, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, les causes. Il y en a sûrement d'autres causes que ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on vient dénutri? Bien, il y a certaines maladies. On a dit tout à l'heure la médication, le réseau social. Quand on parle de l'isolement, beaucoup de personnes sont seules à la maison, se font moins bien à manger aussi. Et ensuite de ça, un changement de milieu de vie peut faire toute la différence aussi. Effectivement, et ça touche beaucoup d'aînés, cette condition-là. Oui, vraiment. Et j'imagine que les conséquences sont grandes pour les aînés qui souffrent de dénutrition. Peux-tu m'en parler un petit peu? Bien, ça amène, avec le système immunitaire qui peut s'abaisser, alors ça peut amener beaucoup d'infections et encore là, beaucoup de maladies. Diabète, on parle de diabète, maladies cardiaques, maladies pulmonaires. On va parler aussi des maladies au niveau articulaire. Alors, tout ça va nous amener certaines maladies, justement.
OK. Donc, une baisse du système immunitaire en général. Oui, justement, qui va faire, ça va être cette cause-là qui va amener toutes les maladies. OK. Donc, si je comprends bien, l'alimentation, c'est vraiment la base de la santé. Ben oui, hein, c'est ça qui va nous amener qu'on va pouvoir faire une belle vie. Claudia, j'aimerais ça te parler de M. Marmiton. Tu sais, M. Marmiton, il est d'origine française. Il a toujours aimé bien cuisiner. Il a toujours aimé aussi la bonne bouffe. Hein? Et avec le temps, il trouve ça de plus en plus difficile de faire des bons choix, hein, alors nutritionnels. Et il aimerait en apprendre vraiment plus, hein, justement, sur la saine alimentation, le guide alimentaire. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'aider un peu? Je pense que oui. On devrait être bon pour faire un bout de chemin avec M. Marmiton aujourd'hui, Hélène. On va commencer par lui parler un peu du guide alimentaire canadien. Hein? Le guide alimentaire canadien, en fait, c'est un outil de référence alimentaire. Hein? Donc, il nous permet de faire des choix plus sains au niveau de notre alimentation. Donc, c'est vraiment une référence. Et il doit être adaptable, hein, selon nos habitudes de vie, selon nos goûts, hein, et selon nos origines ethniques. Donc, c'est un peu ça, le guide alimentaire. Et maintenant, il est conçu pour toutes les catégories d'âge. Hein? Donc, à partir de 2 ans, à aller jusqu'à au-dessus de 100 ans, en fait. Là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder un petit peu plus, c'est les gens de 51 ans et plus, hein, pour aller avec la question de M. Marmiton. Alors, Claudia, dans le guide alimentaire, j'ai vu qu'il y avait, en fait, des groupes alimentaires. Hein? Je pense qu'il y en a 3, 4. Il y en a 4. Ah, bon. En fait, il y en a 4 qui sont vraiment délimités, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres aliments qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Donc, on a le premier groupe, hein, le fameux groupe des légumes et fruits. Ensuite, on a le groupe des produits laitiers et substituts. On a le groupe des produits céréaliers et des viandes et des substituts. Donc, on va aller voir ensemble, Hélène, un petit peu plus là, au niveau des portions, à quoi ça peut correspondre. Hein? Oui, c'est ça. J'aimerais ça savoir un peu combien de portions qu'on peut manger. Et là, je rappelle, hein, on est vraiment dans la tranche d'âge des 51 ans et plus. Donc, pour ceux à la maison qui ne sont pas dans ces tranches d'âge-là, je vous conseille d'aller vous référer au guide alimentaire canadien, soit en ligne ou soit d'obtenir une copie papier. Donc, premièrement, premier groupe, les légumes et fruits. Hein? Les fameux légumes et fruits. On dit que pour les gens de 51 ans et plus, tant chez l'homme que chez la femme, on parle d'un 7 portions par jour. 7 portions par jour? Oui, ça paraît gros, hein? Oui, ça paraît vraiment gros. En fait, c'est pas si difficile que ça à atteindre. On va regarder une portion, ça ressemble à quoi, premièrement? Là, on va garder en tête la demi-tasse ou le 125 ml. C'est pas mal une mesure de référence dans ce groupe-là. Donc, si je parle de légumes frais, surgelés ou en conserve, c'est une demi-tasse ou 125 ml, une portion. Donc, ça va très rapidement. Pensons juste à une petite portion de crudité. Hein? C'est facile à atteindre, là, une portion dans ça. Pour les légumes feuillus, on parle d'une tasse pour les légumes feuillus qui sont crus. Quand on les fait cuire, exemple, si on prend une tasse d'épinards, ça va être une demi-tasse, qui est une portion. Sinon, pour tout ce qui est fruits, une banane, une pomme, une poire, une orange, c'est une portion. Et pour les jus, autant les jus de légumes que les jus de fruits, un 125 ml, c'est une portion. Ah, mais c'est quand même facile à atteindre. Quand même assez, oui. Pour ce qui est du groupe des produits céréaliers, bien là, ça diffère un peu chez l'homme et chez la femme. On dit que chez les hommes, ce serait un 7 portions par jour et chez la femme, un 6 portions par jour. Eh bien, c'est quand même... C'est raisonnable. Puis on va voir que ça s'atteint quand même aussi facilement. Donc, pour une tranche de pain, une portion. Déjà là, ça va assez vite le matin quand on déjeune. Les gens qui mangent un bagel à la maison, un demi-bagel, c'est une portion. Donc, si je le mange au complet, j'ai déjà 2 portions. Pour tout ce qui est des pâtes, hein, les pâtes alimentaires, le riz, le couscous, on parle encore une fois de la demi-tasse. Hein? Donc, la demi-tasse revient. C'est toujours une mesure qui est assez de référence. Pensons juste, Hélène, quand on mange une assiette de spaghettis. Ah, c'est si bon. C'est si bon, mais on est loin de la demi-tasse. Hein? Donc, on a facilement un 3 à 4 portions là, dans notre assiette là, à ce moment-là. Donc, on voit que ça peut monter assez rapidement. Ensuite, pour les produits, le lait et les substituts. Là, c'est 3 portions, autant chez les hommes que chez les femmes qu'on recommande. Encore une fois, c'est facile à atteindre. Une tasse, c'est une portion au niveau du lait, boisson d'amande ou les laits de soya. Donc ça, c'est assez facile aussi. Un verre de lait, ça se prend bien. Oui. Pour ce qui est des yogourts, en fait, ce qu'on est habitué d'acheter à l'épicerie, les petits contenants individuels, c'est généralement ça, à peu près une portion. Donc 3/4 de tasse, 175 grammes, ce serait une portion au niveau des yogourts. Assez facile à retenir quand même. Quand même aussi. Et pour le fromage, ça, j'avais hâte de t'en parler. Pour se donner une idée, Hélène, si on veut voir combien on mange de fromage et si on atteint la portion... T'as un truc? Oui, j'ai un truc. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on colle nos 2 index ensemble et on les superpose un par-dessus l'autre. Donc, ça nous donnerait l'équivalent d'un petit rectangle, là, en fait, un petit cube de fromage de 50 grammes.
ça, ce serait une portion de produits laitiers. Je me pose une question, Claudia. Tu sais que nous, les Saguenayens, on aime tellement aller se chercher du fromage en grains. Oui. Alors, ça fait pas beaucoup, je pense. Hein? Oh. Effectivement. C'est sûr qu'occasionnellement, quand on va chercher ce genre de produit-là, on a tendance à en manger beaucoup plus que 50 grammes. Bien, c'est pas grave puisque c'est de temps en temps. C'est ça. Mais il faut quand même faire attention à ce produit-là parce que les fromages contiennent souvent beaucoup de gras et beaucoup de sel. Hein? Exactement. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Ensuite, dernier groupe, les viandes et les substituts. Encore là, une fois, ça paraît assez gros, mais on dit chez l'homme 3 portions et chez la femme 2 portions. Et c'est facilement atteignable aussi. Là, je vous donne exemple, la paume de la main. Pour tout ce qui est poisson, porc, bœuf, volaille, en fait, la grosseur de la paume de ma main, ce serait ça, une portion. Ou encore un jeu de cartes. Hein, tout le monde a déjà vu un jeu de cartes. Sinon, pour les œufs, Hélène, combien penses-tu qu'il faut prendre d'œufs pour faire une portion? Ben, un œuf, Claudia, voyons. Non, en fait, c'est 2. 2 œufs? Mais c'est pas grave, tu peux continuer de manger juste un œuf, mais ça te fera une demi-portion que tu cumuleras avec tes autres portions de la journée. Eh bien. Ensuite de ça, le beurre d'arachide, qui est assez populaire aussi le matin qu'on tartine sur nos rôtis, 2 cuillères à table. Donc ça aussi, c'est assez facile à atteindre. C'est ça. Et souvent, les gens, de plus en plus, vont manger des noix et des graines. Encore là, c'est facile. J'utilise ma paume de ma main, donc c'est environ une petite poignée ou l'équivalent d'un 60 ml ou un quart de tasse. Donc ça, on en mange. C'est bien d'en manger parce qu'il y a des bons gras à l'intérieur. Il faut quand même faire attention parce qu'ils en contiennent beaucoup de gras et souvent, ils sont assaisonnés, donc beaucoup de sel des fois qui peut rentrer en ligne de compte. Je suis allée voir mon médecin dernièrement, puis il m'a suggéré en fait de prendre du calcium et de la vitamine D. Je me demandais si dans mon alimentation, des fois, est-ce que je peux combler ce besoin-là? Oui, effectivement, Hélène, c'est sûr qu'autant du côté du calcium que de la vitamine D, c'est possible d'aller chercher divers éléments, surtout au niveau du groupe des produits laitiers, hein? Et aussi des légumes et fruits. Oui, si tu as l'habitude de consommer ces produits-là, tu peux être capable d'en chercher une partie, mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas capables de combler tout leur apport. Et on sait qu'en vieillissant, les besoins deviennent plus grands. Donc, c'est pour ça qu'on recommande, en fait, Santé Canada nous recommande à partir de 50 ans de prendre un supplément de vitamine D. Et de calcium, et de calcium. Donc, moi, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est qu'on vous conseille d'en jaser avec votre pharmacien ou votre médecin, qui sont les professionnels les mieux équipés pour pouvoir regarder ça avec nous selon notre profil. C'est bien, ça. Alors, Claudia, j'ai une autre petite question à te poser. De temps en temps, j'aime ça, moi, aller là, dans les restaurants à alimentation rapide. Je pense que je fais des bons choix, moi, quand je vais là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, en fait, c'est pas interdit d'aller vers ce type d'alimentation-là, que ce soit au niveau des produits transformés ou des produits à restauration rapide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces aliments-là ont été fabriqués dans le but qu'on y retourne. Hein? Donc, ils ont mis quoi à l'intérieur? Souvent, beaucoup de sucre, beaucoup de gras et beaucoup de sel, pour donner du goût, pour nous donner envie d'y retourner. Donc, de temps en temps, oui, mais il faut faire attention, pas nécessairement à tous les jours non plus. Mais pour te donner une idée, Hélène, voir si c'est vraiment un bon choix, je vais te donner un truc. Donc, on va regarder le truc de la méthode de l'assiette. Okay. Ça nous dit que notre assiette du repas, du dîner et du souper, normalement, on dit que la moitié de mon assiette devrait être consacrée aux légumes. Donc, je pourrais manger divers légumes dans ça, mais la moitié de mon assiette. Le quart de l'assiette qui reste, ce serait pour les féculents. Donc, le pain, les pommes de terre, le riz, les pâtes. On voit que c'est pas beaucoup quand même. Et le dernier quart pour les produits de viande, en fait, et de substituts. Donc, ce serait ça, une assiette qu'on dit qui serait saine et qui serait complète pour bien manger, bien s'alimenter. Donc, je te laisse porter peut-être une petite réflexion, là, comparer tes menus rapides avec une assiette comme ça. Puis, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Mais à l'occasion. À l'occasion. C'est bon, à l'occasion. Un autre petit truc qui est bon aussi à intégrer, que le guide alimentaire nous jase en masse, c'est les fameuses fibres alimentaires, dont on va reparler prochainement, mais qui sont bonnes pour la santé au niveau de nos intestins. Donc, on le sait, c'est bon pour nos intestins. Important. Fait que ce qu'on suggère, c'est d'essayer de troquer. En fait, la moitié des produits qu'on mange au niveau céréalier, on a l'habitude souvent de prendre du pain et des pâtes blanches. Bien, essayez d'en prendre au moins la moitié qui sont en grains entiers. Fait que ça peut être intéressant, puis ça peut être bon pour notre santé intestinale. J'ai une autre question encore. C'est que je suis allée souper chez une amie dernièrement, puis c'était bon. Puis après le repas principal, elle s'est amenée avec un magnifique gâteau au chocolat. Puis je me disais, est-ce que j'ai faim encore et tout ça? Est-ce que tu es capable de me donner un peu des trucs là, pour savoir si, au niveau là, de la nourriture, j'ai assez mangé? Là? Oui, en fait, ce que tu voudrais savoir, c'est qu'est-ce que je peux reconnaître comme signaux, en fait, pour savoir si j'ai suffisamment mangé. Oui. Première chose, Hélène, qu'il faut savoir, c'est que pour que notre corps comprenne qu'on a suffisamment mangé, il faut lui laisser du temps.
Donc, à partir du moment où est-ce que tu commences à manger, il faut donner au moins une demi-heure. Donc, un bon 30 minutes pour que notre cerveau, le message se rende jusqu'à lui et qu'il dise « Ah, OK, finalement, j'aurais suffisamment mangé. » Alors, il y a des gens qui ont l'habitude de manger plus rapidement que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce moment-là? Peut-être d'aller faire sa vaisselle. Une fois qu'on a terminé le repas principal, ou de faire une autre activité, et peut-être une quinzaine de minutes plus tard, se reposer la question. Est-ce que j'ai toujours faim de manger ce fameux dessert-là, ou est-ce que je pourrais pas prendre peut-être un yogourt ou un fruit à la place, ce serait suffisant? Ou une petite collation. Ou une petite collation en soirée, santé. Exactement. Donc, ça peut être un truc, ça, pour voir si j'ai toujours faim ou pas. Eh bien, est-ce que tu en as des petites collations à me suggérer? Oui. Ce qui est important de savoir avec les fameuses collations, en fait, ce qu'on veut, c'est d'être capable de nous apporter un petit supplément d'énergie pour se rendre jusqu'au prochain repas. Donc, une bonne collation santé, Hélène, ça devrait comprendre une source de glucides, donc des sucres, et une source de protéines pour nous soutenir. Un exemple de ça, un jus de légumes, par exemple, avec un fromage, ou encore un yogourt avec des noix ou des fruits. Donc, ce sont toujours un agencement, en fait, protéines, glucides, qui vont nous aider à nous soutenir. C'est quand même assez facile à trouver là, dans le frigo, oui. Effectivement. Alors c'est pour ça. Donc, Hélène, j'espère qu'on aura su répondre aux questions de M. Marmiton et l'éclaircir un petit peu là, dans tout ça. Bien oui, je suis certaine qu'on a pu l'aider, puis peut-être aider d'autres personnes aussi qui nous écoutent présentement. C'est au tour de M. Boileau de nous interpeller cette fois-ci. M. Boileau, il nous raconte que par une chaude journée d'été, il a décidé d'aller cueillir des petits fruits pour sa conjointe qui aime tellement ça, faire des belles confitures. Qui est gentil. Par contre, il faisait très, très chaud cette journée-là. Et tout d'un coup, pendant qu'il est en train de cueillir les petits fruits, il s'est senti soudainement vraiment étourdi, même un peu la nausée, un gros mal de tête, la bouche très, très sèche. Là, il est revenu chez eux, mais il ne filait pas bien, notre M. Boileau. Puis là, il nous demande qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Je pense que M. Boileau, dans sa grande gentillesse, allait vouloir cueillir des petits fruits. Il a oublié l'essentiel, c'est de s'apporter de l'eau claudière. On sait que, surtout quand il fait très, très chaud, c'est important de s'hydrater. Comment penses-tu qu'on peut prendre? On devrait d'ailleurs prendre 2 verres d'eau par jour? Bien, moi, Hélène, je dirais bien au moins un 6 verres d'eau. 6 à 8 verres d'eau par jour. Tant que ça? Oui, tant que ça. Alors, c'est pour ça que M. Boileau, il a eu tous ces effets-là. Ces symptômes-là. Donc, il était peut-être déshydraté. Il était sûrement déshydraté. Mais là, Hélène, je t'écoute, puis je comprends que c'est important de boire de l'eau. On nous le dit de toutes sortes de façons, en fait, c'est en plus ça. Mais moi, j'aime pas tant ça, boire de l'eau. Je trouve pas que ça a un goût particulièrement intéressant. Est-ce que tu aurais des trucs ou des astuces à me donner pour que j'y prenne plus goût? C'est sûr que de l'eau naturelle, c'est pas tout le monde qui aime ça. Alors, c'est certain, comme nous, on le fait ce matin, c'est d'avoir un pichet d'eau. Alors, si on a un pichet d'eau, prêt toujours pour nous faire penser d'en prendre, justement, ça va aider. On a plus tendance à le prendre. Oui, justement, c'est ça. Ou aussi, on pourrait mettre des agrumes, soit qu'on pourrait mettre des tranches d'orange, on peut mettre aussi du citron, on peut même mettre aussi des tranches de concombre. Ah, ça goûte vraiment quand on met ça donne une petite essence. Alors, des fois, là, ça nous aide aussi pour mieux en prendre de l'eau. Autre chose aussi qu'on devrait faire, c'est lorsqu'on va faire une activité, bien, c'est ça, c'est de ne pas oublier de s'apporter justement de l'eau, ce que M. Boileau aurait dû faire. Il aurait dû traîner une petite gourde d'eau, au moins. Au moins ça. Puis boire avant aussi. Puis c'est ça, justement, d'y penser, là, c'est très important, justement, de boire. Puis là, dis-moi une chose. M. Boileau nous a raconté son histoire, mais c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça, de gens qui se déshydratent, même des plus jeunes aussi. Mais pourquoi les personnes âgées, elles sont plus touchées par la déshydratation que les autres personnes? Bien, en fait, les personnes âgées, on dit, il y a des maladies qui oublient. Ils oublient de prendre de l'eau, justement. Alors, et aussi, il y a des personnes âgées aussi qu'avec le vieillissement normal, on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite de ça, la médication. La médication, des fois, peut faire qu'on va aller uriner plus souvent, on va éliminer cette eau-là plus souvent. Alors, c'est pour ça qu'on va voir de la déshydratation beaucoup plus. Et ensuite de ça, il y a aussi, on va en parler dans une autre capsule aussi, parce qu'il ne veut pas prendre de l'eau, parce qu'il y a quelque chose aussi avec ça, là, au niveau du vieillissement puis des soins d'hygiène. On en reparlera d'une autre capsule. Effectivement. Mais Hélène, dis-moi une chose. Tantôt, tu m'as dit qu'ils sentent moins la soif. Est-ce que c'est... Pour quelle raison qu'ils sentent moins la soif? Ben, tu sais, il y a la médication, Il y a la maladie. Ils pensent peut-être moins? Puis ils pensent vraiment pas. C'est ça, ils pensent pas parce que, justement, à cause peut-être d'un petit oubli, une petite maladie, c'est pour ça.
Donc, c'est dommage parce que c'est des conditions qui pourraient être évitées hein, s'ils savaient là, un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Oui, on devrait leur faire penser aussi lorsqu'ils sont peut-être dans une résidence. Oui, toujours avoir un verre d'eau à portée de la main. Oui, madame, c'est ça. Dernier point aujourd'hui qu'on va discuter, Hélène, c'est l'activité physique. Hein? On sait que parmi les saines habitudes de vie, oui, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a bouger, être actif. Donc, combien d'heures par semaine penses-tu qu'on devrait accorder à l'activité physique? Ben moi, je pense que je te dirais 150 minutes par semaine ou 2h30. Ça peut-tu arriver que ça soit ça? Hey, t'es bonne! Oui. En fait, oui, c'est ça. Hein? On parle de 150 minutes d'activité par semaine. Mais il y a des gens pour qui ça peut paraître gros, même si c'est pas tant que ça, hein, en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Hélène, pour un peu s'encourager, là? Ben tu vois, gars, on va prendre notre exemple de ce matin. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti du bureau. Hein? On s'est emmené ici à pied. Alors, ça a pris un petit 10-15 minutes. Hein? Oui. Alors, moi, ce matin, je suis allée dans mon sous-sol, monte dans les escaliers, descend les escaliers, passe un petit coup de balai, etc. Alors, un petit 5 minutes, un petit 10 minutes ici, alors on va voir qu'on va atteindre facilement l'objectif de 150 minutes par semaine. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme des cubes d'énergie. Oui, exactement, exactement. Ça va être des cubes d'énergie pour les personnes d'un certain âge. Mais dis-moi une chose, Hélène, j'aimerais ça savoir parce que souvent, ce qu'on a rencontré hein, dans la dernière année ensemble, c'est des gens nous disaient oui, mais avec un certain âge, à un moment donné, je suis moins actif, je vois moins aussi les raisons pourquoi je devrais demeurer actif, puis la maladie fait qu'on l'est moins aussi un petit peu. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire qui pourraient les encourager, là, les gens à la maison, là, de continuer d'être actifs? Ben moi, je pense que la prime abord aussi, là, c'est que ça va diminuer le risque de développer des maladies chroniques. Hein? Ça va maintenir aussi un poids santé, ça va nous aider aussi. Ça va augmenter aussi le niveau d'énergie. Ah oui? Oui, ça va faire ça. Ça va aussi maintenir l'autonomie. Hein? Dieu sait qu'on en parle l'autonomie, surtout d'un certain âge. Hein? Faut rester en forme, faut rester autonome. Et ensuite de ça, ça favorise les interactions sociales. Tu sais, je m'en vais prendre une marche ici pas loin, je rencontre des amis, placote un peu, on continue notre marche, c'est très agréable aussi. Ou hein? encore avec les petits-enfants. Avec nos petits-enfants et tout ça. Puis aussi pour la masse musculaire qui est très important. Alors, c'est pour ça qu'il faut se tenir en forme et il faut être actif. Donc, on voit, Hélène, hein, qu'il y a plein de belles raisons pourquoi on devrait demeurer actif, même en avançant en âge, que c'est encore d'autant plus important. Oui, et c'est ça. Vraiment, Claudia. Bien, j'espère, Hélène, qu'on aura su répondre aujourd'hui aux questions hein, de nos deux amis, en fait, M. Marmiton et M. Boileau. Oui, puis peut-être aussi avoir répondu à des questionnements que les gens ont à la maison. Oui. Donc, on rappelle hein, de quoi on a parlé aujourd'hui un petit peu. On a fait le tour au niveau des changements hein, physiologiques. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps en vieillissant qui peut altérer notre alimentation? On a vu un peu la dénutrition, donc le fait de ne pas manger suffisamment pour combler nos besoins en énergie. On a vu aussi la déshydratation et l'hydratation qui est très importante. Puis on a finalisé aussi avec être en forme, rester actif. Hein? Puis on n'oubliera pas non plus notre fameux guide alimentaire canadien. Non plus, hein, c'est très important. Alors la semaine prochaine, Claudia, on va parler de quoi? La semaine prochaine, on fait la suite d'aujourd'hui, en fait. Donc, la capsule s'appelle « Les saines habitudes de vie, partie 2 », dans laquelle on va parler plus au niveau du surplus de poids, hein, l'obésité, tout ça. C'est des sujets qu'on parle beaucoup. On va parler de régime et de diète alimentaire. Hein. C'est un mot qu'on n'aime pas parce qu'il est un peu négatif, mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On parlait aussi de troubles du comportement alimentaire et des fameuses allergies et intolérances. On va démystifier tout ça. Bon, mais ça va être intéressant. Alors, je te remercie beaucoup, Claudia. C'était fort intéressant. Bien, merci à toi, Hélène. À la prochaine. À la prochaine.